Quelques mots, donc, pour introduire ce débat entre Florence Dupont et William Marx, notre hôte ici, que nous tenons à remercier pour son hospitalité. L'impossible littérature latine. C'est donc le titre qu'en prélude à son histoire littéraire de Rome, dont nous venons de parler, Florence Dupont donne au second développement du chapitre introductif du livre, ce chapitre introductif qui a lui-même pour titre « Pourquoi une histoire littéraire de Rome et non pas une histoire de la littérature latine ?» L'opposition entre histoire littéraire et littérature latine. Deux explications. La volonté d'abandonner le concept moderne de littéralité, ne pas recourir donc comme critère distinctif à un concept se référant à une essence, à ce qui pourrait être une essence du discours littéraire. Par ailleurs, éviter aussi le tort des littératures latines qui englobent le canon des belles lettres, c'est-à-dire donc, vous le savez, la grammaire, l'éloquence, la philosophie et l'histoire. Un corpus de textes qui varie naturellement d'une culture à l'autre. L'impératif donc d'une histoire littéraire de Rome, de même que, nous dit Florence, il y a une histoire politique aussi de Rome, revient donc à nous donner et à nous fournir, à nous offrir une histoire, et une histoire des literae latinae. Ce qui implique un retour à la catégorie indigène, cela en bonne méthode anthropologique et en l'occurrence en bonne méthode d'ordre ethnopoétique. Et je cite ici Florence, « Par la création des literae latinae, Rome s'est démarquée des autres cités en s'identifiant à une langue, le latin, grammaticalisée et fixée par des textes littéraires, le terme de littéraire est mis entre guillemets, édités et commentés comme le grec. » Par ailleurs, au terme de son essai consacré à la haine de la littérature, paru en 2015, William Marx remarque que ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle que le terme de littérature a remplacé ceux de lettres d'un côté, mais aussi le terme de belles lettres. Et cela, ces termes qui étaient donc employés pour nommer des productions relevant du roman, de la poésie, du théâtre et de l'essai. Et à ce propos, William Marx remarque qu'en latin, literatura signifie d'abord écriture, par référence évidemment à littera en tant que lettre. Il remarque par ailleurs que littérature se voit régulièrement, je cite, expulsée des territoires qu'elle occupait jusque-là. Néanmoins, j'aimerais citer, et pour introduire le débat, la profession, cette espèce de profession de foi qui termine l'essai, je cite, « Les œuvres littéraires n'en continuent pas moins à parler avec autorité, à dire une vérité, à proposer des modèles éthiques, à exprimer la volonté et les opinions des individus et du peuple. Elles parlent du monde, des hommes, des dieux, de la politique, du cœur et des sentiments, des souvenirs et du futur, ce qui n'eut et n'aura jamais lieu, de ce qui pourrait tout de même advenir. La littérature est le discours illégitime par excellence. » Et c'est sur cette double perspective que j'aimerais engager le dialogue entre Florence et William. Merci cher Claude pour cette très belle présentation. Nous avons tous hâte d'entendre Florence elle-même, qui se sent déjà accablée par tous
par tous ces propos élogieux, mais dans les questions que nous allons lui poser, le débat, il n'y aura pas que des éloges, il y a une vraie discussion que j'espère pouvoir engager. Et d'abord, je voudrais revenir sur l'occasion, je l'ai dit tout à l'heure, de cette rencontre, de cette discussion d'aujourd'hui. C'est donc la parution de cette histoire littéraire de Rome. Je cite le sous-titre également, hein, de Romulus à Ovide, une culture de la traduction. Donc voilà un ouvrage absolument monumental, hein, près de 700 pages, extrêmement dense, hein, très large. On peut voir la somme d'une vie de recherche à bien des égards. Si je me permettais de paraphraser Horace, exegisti monumentum aere perennius, à bien des égards, tu as érigé, dressé, édifié un monument plus durable que l'airain. Enfin, je ne sais pas si les études universitaires peuvent être comparées à de l'airain, mais en tout cas, le fait est que c'est vraiment quelque chose qui est un monumentum dans le sens que c'est une remémoration aussi de l'ensemble, une grande partie de tes travaux dans les années, j'allais dire même si ça ne t'offense pas, les décennies précédentes, où l'on retrouve donc bien des thèmes des livres précédents, le théâtre latin, bien sûr, la question de l'oralité, la question de l'origo, hein, ce concept d'origo, sur lequel j'avais écrit un très beau livre à Rome, l'origine, on aura sans doute l'occasion d'en reparler, la question évidemment du parler grec à Rome, sur lequel tu avais écrit aussi, et quantité d'autres thèmes. Et le projet, on l'a déjà dit, le projet est celui de défamiliariser l'Antiquité, de faire tomber des préjugés liés à notre conception moderne de la littérature, Claude en parlait à l'instant, en montrant qu'en fait, il y a des différences anthropologiques de taille entre nous et les Romains. Et je propose en fait que nous passons en série un certain nombre de ces différences anthropologiques au cours de la discussion, et puis il en sera question évidemment au fil de la journée. Mais je voudrais juste commencer par le début, c'est-à-dire par l'incipit, la première phrase de cette histoire littéraire de Rome. Ce livre n'est pas une littérature latine, mais l'histoire de ce que les Romains dénommaient Litterae Latinae, qui a donné le titre au colloque, donc lettres latines en français, c'est-à-dire, tu continues, c'est-à-dire des textes écrits en latin, édités et commentés par des grammairiens grammatici. Et donc, d'emblée, Claude en parlait, tu opposes, et Jean-François aussi tout à l'heure, tu opposes donc le terme Litterae Latinae à littérature latine. Et cela semble vraiment l'opposition fondamentale sur laquelle se construit ta réflexion. Est-ce que tu pourrais, voilà, pour un public qui n'a pas lu le livre, est-ce que tu pourrais commenter cette opposition? Oui, bien sûr. En fait, ce livre est une commande, hein, et c'est toujours... oui, c'est une commande telle quelle, puisque vous avez vu, c'est paru dans une collection, c'est de la collection U. Donc c'était une commande et on m'a commandé une littérature latine. Et comme j'avais fait beaucoup de cours sur des textes latins, comme tout enseignant, hein, je me suis dit pourquoi pas. Et quand j'ai regardé, je me suis dit mais ça marche pas. Voilà, moi, je pense que beaucoup d'entre vous, c'est pareil. On regarde quelque chose, on a une idée a priori, on s'aperçoit que les documents qu'on a, ça colle pas avec l'idée qu'on avait. Donc je me suis dit... quand même. Et alors, il y a eu, ça devait être un petit livre, il a augmenté, et l'éditeur m'a dit, mais ça fait rien, vous faites tout ce que vous voulez, aussi long que vous voulez, etc. Ce qui est quand même dangereux de dire ça. Et alors, je me suis dit, en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le sentiment d'une littérature latine, il y a des textes à lire, il faut, Et puis c'était pas comme ça à Rome. Donc, j'ai un peu regardé, puis j'ai beaucoup lu des livres de critique. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu le livre, il y a une énorme bibliographie et j'avais le temps, puisque en plus il y a eu le Covid, enfin bref. Donc j'avais tout le temps et toutes les bibliothèques étaient sur Internet. Enfin, c'était formidable. Et en fait, je n'ai fait que ramasser... Enfin, je dis pas tout, parce que j'ai évidemment pas lu tout, puis il y a des langues que je ne connais pas. Hein, disons en anglais, en allemand, en italien, et... Ouais.
l'espagnol. Et voilà. Donc, et en fait, j'ai trouvé. Alors, tout ce que j'ai dit, je l'ai trouvé ailleurs. Bon. Alors, évidemment, je l'ai mis ensemble et le résultat est un peu explosif. Mais, alors, les literae latinae, oui, parce qu'en fait, c'est ça, en particulier, ce que dit Sueton. Enfin, là, il y a eu des Américains qui ont travaillé là-dessus. Il y a des literae latinae. Hein, et donc, il s'agissait de suivre leur création. Hein, et leur mise en place. Donc, en fait, j'ai essayé de refaire l'histoire. Et effectivement, alors, bon, William, tu as été un des premiers, enfin, tu l'as rappelé, à dire que la littérature, avant, c'était les belles lettres. Mais Pierre Laurence aussi l'avait dit. Donc, tout le monde l'avait dit. Simplement, il s'agissait de le mettre en pratique. Et ça, dès qu'on met en pratique, ça devient... Parce que les gens disent... Enfin, nos collègues disent, et puis après, ils refont la même chose. Donc, souvent, pas tout le monde. Donc voilà, donc j'ai essayé de mettre en pratique ce que tout le monde disait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de littérature à Rome, et qu'est-ce que c'était ces trucs-là, hein, les Romains les appelaient, comme tu l'as très bien rappelé, des literae latinae, et c'est tout. Hein. Et donc j'ai commencé à suivre leur mise en place, et à lire les textes en fonction de ça. Bon, le seul exemple que je trouve amusant, c'est le texte de Caton, le De Agricultura, hein, qui est un texte qui est lu comme un texte littéraire. Ça fait partie des literae latinae. Et alors, une fois qu'on a dit ça, et qu'on se met à lire le De Agricultura de Caton, les choses changent pas mal. Parce qu'on s'aperçoit que, bon, voilà, donc... c'est pas un traité d'agriculture, qu'il y a des grands passages qui sont effectivement des passages, disons, littéraires. Hein, voilà. Donc en fait, j'ai fait que ça. Hein. Et ce que rappelait aussi Claude, qu'il s'agissait de se remettre dans la réalité concrète de ce qu'on savait. Mais alors d'abord, j'adore l'idée que ce texte soit une commande, ce qui quand même nous renvoie à une pratique qui avait lieu à Rome, justement. Hein. C'est-à-dire que le texte s'inscrit dans un réseau de relations entre un commanditaire et puis un auteur. Et est-ce qu'on pourrait revenir plus précisément sur cette différence entre literae latinae? Donc, dit le De Agricultura de Caton, il faut le lire en fait, non pas comme un traité d'agriculture, mais comme de la littérature, entre guillemets. C'est-à-dire quelque chose... Donc, que veut dire littéraire, alors, dans ce cas-là? C'est-à-dire quelque chose qui renvoie à un plaisir... Alors, il y a deux choses différentes dans les literae latinae. Il y a d'abord le fait de créer des textes en latin sur le modèle des textes grecs. Bon, ça, hein, et il s'agit donc... bon, alors, je ne vais pas me lancer là-dedans parce qu'on y sera encore ce soir, hein, mais en fait... On en parlera de toute façon. C'est ça. Donc, en réalité, c'est tout le modèle grec de la paideia, c'est-à-dire donc, qui s'est élaboré après le 5e siècle. Hein. Bon, et donc, il y a un corpus de textes qui sert à la fois à l'éducation des enfants, à servir de fonds culturels communs à toute la Méditerranée, enfin du moins aux élites de la Méditerranée, et aussi une façon de fixer la langue. Donc, en fait, c'est tout ce travail à la fois linguistique et littéraire qui a eu lieu en grec, hein, et qu'il s'agit, enfin bon, c'est un peu brutal ce que je dis, mais il s'agit de reproduire à Rome. Hein. Et par conséquent, en particulier les grammairiens écrivent beaucoup. Mais bon, le grand architecte, si je peux dire, de ce projet, c'est évidemment Cicéron, hein, qui dit, non seulement écrit lui-même, enfin c'est un peu plus tard évidemment, hein, que Caton, hein, mais qui en particulier écrit aux jeunes gens qui sont aux armées, hein, quand vous avez des loisirs, écrivez. Alors ils écrivent tout, des tragédies, enfin il y en a beaucoup qui ont été disparus. Donc il y a cette volonté de créer donc ce corpus de textes littéraires à Rome. Et moi, ce qui m'intéresse, bon, c'est un intérêt personnel, mais c'est de voir qu'une communauté peut décider ce genre de choses. Voilà. C'est un projet commun. Bon, alors,
sans doute dans la société, c'est plutôt les chevaliers et les Italiens qui ont ce projet, mais bon, c'est un projet réussi, enfin, c'est assez formidable. Tout à fait. Et ce qui explique sans doute une phrase qui est au début, là aussi, de ton livre, je te cite, hein, « Pourquoi une histoire littéraire de Rome et non une histoire de la littérature latine ?» avec un point d'interrogation. Or, cette phrase m'a beaucoup amusé en quelque sorte, parce qu'il existe, par ailleurs, une revue d'histoire littéraire de la France, hein, qui est une grande revue de littérature française. C'est la revue d'histoire littéraire de la France. Donc tu parles d'une histoire littéraire de Rome, comme il existe aujourd'hui une histoire littéraire de la France, qui est inspirée du programme de Gustave Lançon, parce que c'est la revue fondée par Gustave Lançon, le grand historiographe de la littérature française. Donc, paradoxalement, tu sembles rejoindre le programme de Gustave Lançon, faire entrer l'histoire de la littérature dans une histoire générale. Alors, je ne sais pas si tu accepterais ce rapprochement avec Lançon, mais on peut poser la question autrement. Qui sont les adversaires, en fait, de ton livre ? Tu en nommes certains au cours de certaines explications, ceux qui font des interprétations numériques de Virgile et de Lucrèce, ou bien même, je dois dire, la lecture de petits livres par Dumézil. Hein. Je suis désolé de dire cela en cette enceinte, quand même, un illustre collègue. Dumézil, tu dis qu'il a créé un monde à l'égal de Tolkien, mais ce que Dumézil, semble-t-il, a avoué lui-même dans ses entretiens avec Didier Ribon. Comment te situes-tu dans le paysage de l'histoire des littératures latines ? Alors, oui, d'abord, il s'agit... Bon, effectivement, mais bon, Lançon, pourquoi pas ? Je veux dire, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas les gens dont on ne devrait absolument plus parler. Bon, il n'y a pas de... non, donc, pourquoi pas Lançon ? Que je ne connais pas très bien, parce que moi, quand j'ai fait mes études... Pour mes profs, Lançon, c'était l'horreur. Donc, on n'en a jamais parlé. On était à l'étape suivante. Bon, comme quoi, il y a un retour. Donc, en fait, intégrer les littérae latinae à l'histoire, c'est en faire donc un objet d'étude historique comme les autres. Mais c'est aussi, pas seulement comme les autres. Il s'agit aussi d'une perspective. C'est une façon aussi de traverser l'histoire de Rome. Je veux dire, c'est un fil conducteur dans l'histoire de Rome, comme on pourrait en avoir d'autres. Et je pense que ça m'a fait penser à quelque chose. Vous avez sans doute entendu parler, comme moi, de la parution d'une histoire juive de la France. Ce que je trouve un sujet, et il y a beaucoup de commentaires autour de ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire peut se faire à la fois... plutôt que l'histoire des Juifs de France, ce qui est très, très différent. Hein. Et c'est-à-dire qu'en fait, on voit tout d'un coup l'histoire différemment. Hein. Et là, tout d'un coup, pour moi, c'était l'histoire de Rome, mais de l'intérieur. C'est-à-dire que les littérae latinae travaillent Rome de l'intérieur. Voilà, c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Le livre s'organise en deux parties. Il y a une première partie, qui est un tiers environ du livre, qui porte sur l'histoire de Rome, justement. C'est-à-dire sur cette façon dont l'histoire de Rome, dont ces lettres latines s'insèrent dans une histoire générale. L'histoire de Rome, l'usage du grec à Rome, la création du latin, et avec une remarque de base ultra paradoxale, mais c'est un peu se poser des questions auxquelles on ne pense pas. Ça, c'est le génie du chercheur. Avec une remarque de base qui est celle-ci. Il n'était pas évident qu'il y eût une littérature en latin à Rome. Pourquoi une littérature en latin ? Et même une question subsidiaire, pourquoi parle-t-on, et nous le faisons tous, pourquoi parle-t-on, et à Rome même, pourquoi parle-t-on de littérature latine, ou literae latinae, et non pas de literae romanae, ou de littérature romaine, comme on parle de littérature grecque. Donc là, pourquoi parle-t-on de lettres de literae latinae et pas romanae ? Oui, bien sûr. Oui, effectivement, se poser les questions idiotes, oui. Au début, en plus, c'est extrêmement amusant. C'est-à-dire que si on pose une question aux enseignants de latin, à votre avis, pourquoi il n'y a pas de littérature romaine, tout le monde... Alors, s'il y en a, mais dans certains titres, si on suit la bibliographie de ce qu'on appelle les littératures latines, en particulier les littératures allemandes, il y a eu des littératures romaines. Mais en réalité, ce qui m'intéressait, c'était les textes en latin, alors qu'à Rome, il y a aussi des textes en grec. Hein. Non seulement à l'époque ancienne, le premier... tout le monde sait que le premier historien romain,
hein, et a écrit en grec. Bon, et puis ensuite, après Auguste, et dans le Haut Empire, on a un monde qui est ouvertement bilingue. Donc il s'agissait de quelque chose de très particulier, qui était le projet de faire des textes en latin. Hein. Alors, et généralement, qui était il s'agissait de transférer des textes grecs. Donc le jeu latin et grec est fondamental. Voilà. Donc il y a une littérature romaine en grec, il y a une littérature romaine en latin, hein, d'où cette histoire. Mais donc pas de. Enfin, si on parle de littérature romaine, c'est un autre sujet. Voilà, c'est un autre sujet et qui devient compliqué parce que qu'est-ce qu'on va dire de Polybe, enfin bon, et en plus l'Empire romain avec tous les auteurs qui écrivent en grec, qu'est-ce qu'on fait de Flavius Joseph, enfin de Plutarque, enfin bon, bref. Donc ça c'est au-dessus de mes forces. Hein. Ça demande des hellénistes, hein, à condition qu'ils se souviennent quand même que Plutarque était un citoyen romain, c'est quand même bien de le rappeler de temps en temps. Mais bon, généralement ils le font quand même. Mais tu l'as dit, la question du bilinguisme en fait à Rome est tout à fait fondamentale pour comprendre le fonctionnement de ces literae latinae. Le bilinguisme du lecteur. Tu cites à un moment Hygin dans ses fables. Cette phrase est assez formidable. Hein, je la dis en français et pas en latin. Donc Hygin parle des fondateurs de villes et il cite par exemple Minerve fonde Athènes en lui donnant son nom. Minerve, donc c'est Minerva, fonde Athènes, candidit Athénas, en lui donnant son nom. Donc, ce qui ne marche pas dans la phrase française que je vous donne, ça ne marche pas non plus en latin. Hein. Il faut simplement que le lecteur ait en tête l'idée que Minerve, en fait, c'est Athéna en grec. Et cette idée du bilinguisme, en fait, sur lequel se fonde, du lecteur et de l'auteur, sur lequel se fonde la literae latinae, me fait penser à d'autres exemples dans l'histoire, dans les cultures de bilinguisme littéraire. Il y a des exemples très lointains. Je pense en particulier le rôle de la littérature chinoise au Japon et la façon dont la littérature en langue japonaise, telle qu'elle s'est créée à l'époque de l'ère Heian, donc autour de l'an 1000, en fait, s'est créée en inventant d'autres genres que ceux qui étaient les genres classiques de la littérature chinoise. Et il s'est passé, en revanche, quelque chose d'assez différent en France, à la Renaissance, où les gens de la Pléiade et d'autres mouvements de la humaniste a cherché à illustrer la langue française, donc à la Renaissance, par la renaissance de genres antiques, en reprenant des tragédies, des épopées. Donc deux manières dans une culture donnée, de vivre avec un bilinguisme et d'essayer soit de créer une autre type de littérature, soit de recréer dans une autre langue une littérature déjà existante. Où se situe le cas romain? Qu'a-t-il de spécifique par rapport à ces deux exemples ou à d'autres? Oui. Non, alors effectivement, ça n'est pas un cas unique. Hein. Et en particulier au XIXe siècle, lorsqu'il y a eu la grammaticalisation des langues nationales, ou même leur invention, bon, c'est remarquable. Alors, moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, puisque ce que je lis, c'est des textes littéraires, c'est qu'en fait, beaucoup doivent être lus, ne peuvent pas être intelligibles, ou ne peuvent pas fonctionner, disons, si le lecteur, ou l'auditeur, parce que généralement, il entend une lecture faite par quelqu'un d'autre, le texte grec. Bon, il y a un poème, enfin, je regarde Sandra, parce que c'est grâce à elle que j'ai pu travailler là-dessus. Il y a un poème de Catulle, hein, et, Heureux celui qui, hein, et qui est en fait une réécriture, enfin un transfert d'un poème de Sappho, mais qu'on ne comprend rien, enfin je veux dire, qui ne fonctionne pas si on n'a pas le texte de Sappho en tête. Voilà, et donc, de même alors, c'est même pas la peine d'essayer de lire Virgile si on n'a pas lu Homère avant, hein, parce que ça ne comprend rien. Il y a à partir des textes comiques qui ne sont pas comiques, hein, si on n'a pas lu... Bon, c'est l'exemple de la course de bateau hein, au moment des funérailles d'Anchises, et ou bien la course de bateau qui est une parodie, enfin une espèce, enfin qui est une reprise de la course de chars hein, dans les funérailles de Patrocle, hein, où au lieu de tomber de leur char, ce qui est quand même assez grave, là ils tombent à l'eau et puis ils barbotent dans la Méditerranée. Bon, on a ce genre de choses, mais en même temps, mais à la fois, ça joue sur des métaphores
de la langue à la fois grecque et latine sur la métaphore du naufrage lorsque un cocher tombe avec son char. Et ça renvoie à la culture contemporaine d'Auguste, c'est-à-dire des Romains qui voient des courses de chars. Donc en fait, on a alors il y a à la fois la Rome contemporaine, il y a la fabrication de l'Énéide, et il y a par derrière Homère. Et sans Homère, rien ne tient. Voilà, donc c'est un bilinguisme, mais c'est un bilinguisme culturel. C'est-à-dire qu'ils ont Homère dans la tête. Beaucoup de gens, je pense quand même, puisqu'ils avaient quand même appris à lire en grec. Est-ce qu'à ce propos, je peux ajouter une remarque et ajouter une question aussi? Dans les années 90, tu avais lancé une série de recherches sur le rôle joué par ce que je n'appellerais pas la littérature grecque, mais plutôt la poésie grecque à Rome. Au particulier, tu avais développé à ce propos l'idée de l'altérité incluse. Ah oui. Et ce concept, apparemment, tu ne le reprends pas dans ton analyse des littéraires latinés, en pensant au poème de Catulle que tu as cité tout à l'heure, qui est une reprise, une recréation d'un poème bien connu de Sappho. Est-ce que ce terme-là, ce concept-là, serait toujours pertinent? C'est une série de recherches que tu avais menées d'ailleurs en collaboration avec Emmanuel notamment. Ouais. Et qui m'avait beaucoup séduit, je dois dire. Oui, alors... Oui, c'est vrai. Je crois que j'ai un peu oublié, mais alors, je me méfie un peu des... Non, mais ça, c'est un peu pour m'excuser, mais je me méfie un peu des catégories qu'on produit soi-même, qu'on trouve absolument magnifiques et qu'on sert à tout bout de champ. Donc là, il y avait un danger, sûrement. Hein. En fait, cette histoire d'altérité incluse, oui... en fait, là aussi, c'était une commande. C'était quand j'étais au Collège international de philosophie. On m'avait demandé, tu ne ferais pas un petit article pour la revue? Voilà. Donc, j'avais fait ça. Et oui, c'est... disons que si on veut être historique, je pense que ça correspond à une période, cette affaire d'altérité incluse. Et d'altérité exclue, ça permettait de comprendre... Enfin, ça permettait à moi, je ne sais pas aux autres, de comprendre cette relation ambiguë des gens du premier siècle avant, enfin deuxième siècle peut-être à Rome, vis-à-vis de la Grèce. C'est-à-dire à la fois il y a donc cette altérité incluse, c'est-à-dire que les Grecs sont là, mais ils sont là à l'intérieur pour signifier tout ce qui est, pour signifier. Oui, enfin, il se trouve qu'il signifie un écart par rapport à une identité dont on ne sait pas trop ce qu'elle est. Hein. Donc, par exemple, tout ce qui est le plaisir, les banquets et tout, c'est marqué grec. Hein. Et puis, il y a ces Grecs affreux qui sont en fait les contemporains et qui sont censés apporter... du moins pour certains, la décadence dans Rome. Donc, effectivement, il y a cette notion d'altérité incluse. Je n'ai pas repris, mais enfin, si d'autres veulent le reprendre, je t'en prie, hein, je veux dire. Non, mais ça peut servir. C'est vrai que j'en ai pas fait un usage extrême, hein, et que, oui, ça m'est pas venu. Voilà. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a dans le rapport entre dans ces littéraires latinés, il y a une sorte de tension permanente entre respect et concurrence. Hein, oui, aussi, avec aussi l'idée, d'illustrer la langue latine, par des monuments qui seraient les égaux de ce qui se fait en grec. Et ce qui est assez fascinant aussi, je trouve, je reviens encore au livre, puisque c'est l'objet de notre discussion. Ce qui est fascinant, c'est que dans cette première partie du livre, il y a aussi une histoire passionnante de la langue latine. Et on trouve rarement ça dans les autres histoires classiques de la littérature latine. Et tu insistes beaucoup là-dessus,
que le latin est une langue artificielle, en quelque sorte. C'est une création de grammairiens, pas tout bien sûr, mais il y a des moments où l'on peut voir que, par exemple, on a refait le nominatif et l'accusatif de la deuxième déclinaison, dominus et dominum, sur le modèle grec, parce que dans les inscriptions archaïques, il n'y a pas de S et de M. On a semble-t-il, imité le modèle de Curios ou Anthropos. Tu analyses très précisément la grammaire des inscriptions sénatoriales, l'emploi du discours indirect, tu indiques qu'il y a des formes concurrentes qui soulignent quelque chose d'un peu artificiel, l'opposition, enfin la possibilité de dire dixere ou bien dixerunt, et qu'il n'y a pas de dialecte non plus en latin. C'est aussi quelque chose d'intéressant. Alors c'est un fait que tu expliques, cette création par les grammairiens de la langue latine. Est-ce que la comparaison avec d'autres histoires linguistiques ne serait pas possible, je pense à l'italien, qui est en gros la langue littéraire de Dante, venue du Toscan, et qui s'est imposée pour faire l'unité de l'Italie. Dans une façon très différente, la grammaire française, le vocabulaire français, qui ont été, à partir du XVIIe siècle, standardisés par l'Académie française. Donc, est-ce que tu y verrais là des cas comparables, ou est-ce que c'est tout autre chose? Alors, cette histoire du latin... c'est une histoire terrible, parce que tu présentes comme vraies des choses qui sont en fait des hypothèses et des hypothèses risquées. Oui. Et extrêmement risquées. Et en fait, là, quand j'y réfléchissais ce matin en venant, je me dis, mais c'est affreux, j'aurais jamais dû faire un truc pareil. Ce qui s'est passé, c'est, encore une fois, je me suis dit, je fais... Tout le monde commence par une petite histoire du latin, enfin assez courte généralement, avec les Indo-Européens et tout. Et alors donc, comme j'avais le temps, je suis allé voir tout ce qu'écrivaient même les grands linguistes, comme Meillet et autres. Et ils disent des choses bizarres. À la fois, ils racontent qu'il y a des Indo-Européens qui sont promenés, enfin bref, et puis qui sont arrivés sur le Palatin. Et là, pendant des siècles, ils n'ont pas bougé. Puis tout d'un coup, au IIIe siècle, on voit du latin... déjà. Donc en fait, j'ai essayé de comprendre et je me suis trouvée devant un vide. Et je suis tombée dans le vide. Parce qu'en fait, il n'y a rien. Enfin, on a à partir du IIIe siècle, ça va, ça fonctionne. Mais avant, il y a deux choses. Il y a la fameuse pierre noire, l'inscription sur le forum, où il y a eu des... Et puis, qui est effectivement, enfin, disons, entre guillemets, du latin, et puis il y a pratiquement rien d'autre. Et alors qu'on a... toutes sortes de... Donc en fait, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, et les prétendues inscriptions latines ou proto-latines, c'est jamais... Enfin, il y a... je vais vous donner un exemple, qui est à Lavinium. Lavinium, c'est comme la ville des nés. On s'attendrait à quelque chose de latin ancien. Pas du tout. La plus ancienne inscription, au VIe siècle, elle est en grec, sauf un mot latin qui est koué. Et tout le reste, c'est du grec. Alors, du grec écrit dans le même, avec le même alphabet que celui de la pierre noire, ou presque. Donc, en fait c'est clair qu'il s'est passé quelque chose de très compliqué. Alors, évidemment, il fallait que j'écrive quelque chose. Voilà. Donc, j'ai essayé... de faire des hypothèses, mais de toute façon, si vous vous rendez compte on ne sait pas ce que c'est que... Enfin, je ne suis pas linguiste, j'ai fait de la linguistique comme tout le monde, à une époque où tout le monde faisait la linguistique, mais en fait, je ne sais pas ce que c'est qu'une langue, je ne sais pas comment elle arrive, elle se crée. Alors, pour la mise en forme par les grammairiens, d'accord, ça c'est sûr. Mais avant, d'où sort le latin? Mystère. Et parce que, l'histoire des Indo-Européens, je veux bien, mais... en fait, tout le monde sait qu'en fait, le latin, comme ils disent, il n'y a pas de dialecte, il n'y a pas de proto-latin, c'est pas la peine d'en inventer, il y en a qui en ont inventé, mais donc ça n'existe pas. Et donc, on ne sait pas quoi faire. Mais juste pour vous donner l'idée de la profondeur du problème, je prends l'exemple de l'Étrusque. Tout le monde sait que les Étrusques ne sont pas venus d'ailleurs. Les archéologues sont d'accord, ils sont sur place, c'est des gens qui se sont constitués comme Étrusques sur place avec ce qu'on appelle aujourd'hui une ethnogénèse. Mais leur langue,
Tout le monde sait qu'elle ne ressemble pas à celle des voisins. Hein. On ne sait pas d'où elle sort. On ne sait rien. En fait, on ne sait rien. Hein. Alors, ce n'est pas la peine d'inventer des trucs. Hein. Alors, bon, moi, j'ai essayé de boucher le trou, mais c'est clair qu'il y a un énorme travail à faire pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors, bon, j'ai inventé une histoire. Enfin, bon, c'est clair que c'est une langue religieuse et une langue de la vie publique. Hein. Et sans qu'on ait des traces de quelconque usage autre. Mais, en plus, j'ai fait un chapitre qui s'appelle l'exception romaine, parce qu'effectivement, quand on essaye de faire l'histoire de Rome par les restes épigraphiques, ça ne ressemble pas du tout. Autour, ça va, c'est clair, les Étrusques, les élites étrusques, avec les inscriptions sur les objets, etc., les inscriptions finales, tout ça, ça marche bien. On a aussi, ça marche bien avec les Sabins. Mais alors, les Romains, c'est le trou vide. Pas grand-chose. Donc, bon, peut-être que j'ai raison, sûrement pas totalement. Hein. Voilà. Donc, je laisse aux spécialistes le travail. En tout cas, je trouve toujours intéressant d'insister sur ce qu'on ne connaît pas, sur les ignorances, et sur effectivement les hypothèses un peu risquées, comme tu dis, mais parfois faites par Millet, hein, tout simplement. Oui, non, mais... et qui quand même permettent de sortir de penser autrement cette histoire de la langue latine et cette histoire des lettres, des literae latinae, sur lesquelles nous arrivons maintenant à la seconde partie, où tu présentes des auteurs emblématiques, hein, donc rangés de manière chronologique par triade. Alors il y a les literae latinae avant les literae latinae, Caton, Plaute, Terence, il y a le patronat littéraire, Catulle, Lucrèce, Cornelius Nepos, les sénateurs et le sermo, la conversation hein, de l'Ossium, Cicéron, Sallust, César, la fête augustéenne, c'est ton expression, bon, on songe à la fameuse fête impériale du Second Empire, hein, Horace, Properce, Tibulle, les monuments augustéens, Virgile, Tite-Live, Ovide, avec des groupements donc, alors c'est très pédagogique, hein, semble-t-il, mais qui casse et qui redistribue des triades habituelles hein, dans les histoires ou dans les éditions. Souvent, on met ensemble, du reste, ça ne marche pas très bien d'un point de vue chronologique, Catulle, Tibulle et Properce, ou bien Virgile, Horace et Ovide. Et là, tu sépares Horace de Virgile et Ovide. Pourquoi ces triades? C'était purement pédagogique ou il y a... Bon, l'idée, c'est de... Bon, alors, les triades, c'est un peu... Bon... On pouvait sûrement faire autrement, hein, je veux dire, ça c'était... Bon, alors, au début, c'est-à-dire que je me suis aperçu que, ouais, il y avait des... Bon, les poètes, dont il est question au début, hein, sont en fait plus ou moins dans la même clientèle. Hein, bon, donc, de Memmius. Hein, donc, je les ai mis ensemble, et puis, oui, pour des raisons chronologiques, la chronologie, c'est... Bon, c'est le moins arbitraire, enfin c'est totalement arbitraire, mais au moins il n'y a pas d'idée. Hein. Donc, non, parce que les regroupements par thème, ça finit toujours par être ridicule. Hein. Donc il faut mieux éviter les idées. Donc ils étaient chronologiques. Alors, bah oui, donc, alors oui, essayez de voir le statut à chaque fois. Le statut de la production et de la réception à l'époque de ces textes. Mais c'est vrai que c'est un peu arbitraire. Mais ça m'a plu. En fait, j'ai commencé par cette affaire-là, Catulle et Lucrèce et Cornelius Nepos, parce que ça permettait de souligner effectivement l'affaire du patronat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'auteur, enfin, tout le monde sait ça, mais enfin, dans l'Antiquité, les auteurs n'écrivent pas pour s'exprimer. Hein. Sinon, ça se saurait. Et surtout, les relations ne sont pas des relations génériques, hein, parce que voilà, Tite-Live est mis avec Virgile et Ovide, donc, et Horace est séparé, et qui est mis avec plutôt les poètes élégiaques, ce qu'on ne fait pas d'habitude. Et donc, effectivement, tu insistes plutôt sur un autre paramètre de ces literae latinae, à savoir ces relations de commande, de rapport avec un mécène. Oui, parce que Horace, voilà, Properce, Virgile. Oui, en fait, c'est parce que tout ça, c'est alors une commande augustéenne pour une raison qui t'est chère, c'est qu'il y a la bibliothèque à remplir. Tout à fait. La bibliothèque du Palatin, hein, où, d'ailleurs, dont Horace parle, hein, il y a, vous savez peut-être, sur le Palatin, alors évidemment, c'est intéressant parce que c'est Apollon d'Actione, hein, donc le dieu qui était
qui a Auguste dit que c'est lui qui était avec lui à Actium, donc contre Marc-Antoine et les Égyptiens, hein, et que cet Apollon d'Actium, il est installé sur le Palatin, et c'est dans le temple d'Apollon d'Actium qu'il y a la double bibliothèque, hein, qui avait été prévue par César, mais qui est réalisée par Octave, hein, juste après Actium. Donc il y a deux ailes, hein. Il y a donc les lettres grecques d'un côté. Alors là, c'est plein à craquer. Et puis, il y a les lettres latines. Là, c'est Horace qui raconte comment il se bouscule devant la porte. Il y a Properce, enfin, il y a tout le monde pour essayer de remplir le côté latin. C'est d'ailleurs un passage assez amusant, hein, et assez comique. Mais c'est bon, moi, je trouvais ça. Alors, fabriquer Literae Latinae, là, c'est vraiment clair, hein. Donc, ils font tout ça en même temps. C'est pour ça que je les ai mis ensemble. En plus, la carrière. Enfin, j'adore Horace. Bon, comme ça. J'ai des faiblesses qui ne sont pas très méthodologiques, mais enfin bon. J'adore Horace, et la carrière d'Horace me fascine. Donc j'étais contente de me donner toute cette place à Horace. Alors, et pourquoi alors, autre question toute simple, pourquoi s'arrêter à Ovide? Alors c'est manque de place, de temps, ou bien est-ce qu'il y a une raison plus... Alors d'abord, je ne me voyais pas continuer. C'était déjà assez grand comme ça. Alors à la fois, pour les historiens, Ovide, c'est vraiment... l'Empire installé, hein. Ça c'était... et après, alors, il me semblait, c'est évidemment moi qui fais la déclaration, que les Literae Latinae sont installés. C'est-à-dire qu'en fait, il me semble qu'à partir de ce moment-là, les modèles il ne s'agit plus automatiquement de transférer quelque chose qui existe déjà dans les lettres grecques, hein, mais que les Literae Latinae peuvent servir de modèle aux poètes latins. Hein. C'est comme ça qu'il y a des nouvelles bucoliques. Enfin, donc il me semble que là, les choses sont installées. Mais c'est sûrement... il faut bien s'arrêter. Hein. Déjà, Ovide, c'est quand même un gros morceau. Hein. Mais je voulais absolument mettre les Tristes et les Pontiques parce que je trouve ça génial. Hein. Et puis ensuite, donc j'ai arrêté là. Hein, mais je ne continuerai pas. Non, parce que, si vous voulez, ce qui m'intéressait, c'est ce transfert, c'est cette fabrication des Literae Latinae, cette mise en place d'une culture bilingue, officiellement bilingue. Voilà, donc je trouvais ça intéressant. Hein. Il y a suffisamment d'excellents latinistes pour faire la suite, s'ils ont envie, ou de faire autre chose. Non, mais ça me rappelle effectivement que j'avais fait mon mémoire de maîtrise, c'était sur le transfert d'un fait culturel grec à Rome, hein, les bibliothèques publiques. Ah bah oui. Voilà, c'est exactement ça. Donc je retrouve encore cet intérêt pour les transferts culturels. Alors, je voudrais terminer avec une question, enfin pas tout à fait, j'ai encore deux questions, et puis on pourra, Claude aussi, on a aussi de son côté, mais il y a des triades, d'accord. Mais est-ce que tous ces auteurs ont une importance égale, au bout du compte? On a un peu l'impression que Cicéron représenterait, dans l'organisation des Literae Latinae, un point absolument nodal. Hein. En parlant de Rémy de Gourmont, le critique du symboliste du fin 19e, début 20e siècle, parlait de Sainte-Beuve qui enseignait ici même la littérature latine, parlait de Sainte-Beuve comme d'un créateur de valeurs, hein, ce qui est le propre de la critique. Est-ce que ce n'est pas le cas pour Cicéron, justement? C'est-à-dire qu'il semble, pour les auteurs pour ses contemporains et pour les auteurs qui l'ont précédé, ils sont vraiment comme le grand organisateur, le créateur de valeurs, et c'est le cas pour tout ce qu'il dit sur Terence, Lucrèce, pour César, même pour le rapport entre Salluste et Cicéron. Il est, dans l'histoire de la transmission des textes des auteurs latins, il est celui dont on a conservé, je pense, l'œuvre le plus complet, avec la correspondance, etc. Il me semble que c'est peut-être un signe. Est-ce que Cicéron aurait été, dans le discours sur les lettres latines, après lui, une sorte d'autorité canonisatrice pour les siècles
pour les siècles ultérieurs. Le projet de créer des littéraires latiniens n'a jamais été exprimé de manière aussi explicite peut-être que chez Cicéron. Oui, d'ailleurs c'est ce que dira Quintilien, Quintilien qui est l'héritier de Cicéron. Oui, je pense que... Mais en fait, c'est ça le problème. Quand on fait un livre comme ça, on parle de choses dont on n'est pas spécialiste. Alors franchement, Cicéron, je ne suis pas spécialiste. Bon, j'ai lu, j'ai traduit, je me suis étonné de certaines choses. En fait, j'ai pas répondu vraiment à la commande qu'on m'a faite. Oui, parce qu'il y a sûrement plein de choses qui sont très importantes, qui font partie des fondamentaux sur les lettres latines et que je n'ai pas dites. En fait, parce que j'étais fascinée par tout ce que je découvrais. L'exemple le plus drôle, c'est l'histoire des Vérines. Donc vous savez peut-être qu'il y a deux actions. Il y a une première action qui n'a aucun intérêt parce qu'il n'y a aucune écriture et que toute la première action a consisté, pour Cicéron, à faire parler les témoins. Donc lui, il n'a pratiquement rien dit. Il a dit, vous en faites pas, je parlerai plus tard. Et puis, en fait, Vérès est parti à toute vitesse. Et donc, la deuxième action, qui englobe toutes les Vérines que nous, on lit en s'amusant, et c'est un faux. Je veux dire. N'a jamais été prononcé et n'a jamais été écrit pour être prononcé. Voilà. Donc c'est une sorte de roman. Et alors, là, je me suis amusée, là. Mais en fait, je me suis peut-être un peu trop amusée avec ce livre, parce que là, je dis, il y a un narrateur. Enfin, ça m'a évidemment fait penser un peu à Proust, les Vérines, parce qu'il y a un narrateur qui est celui qui dit « je », mais qui n'est pas Cicéron, parce que c'est un narrateur... Enfin, je veux dire, je dis narrateur, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un personnage qui dit « je », mais qui est un Cicéron fabriqué de toutes pièces, puisque c'est un popularis. C'est-à-dire c'est un orateur qui s'en prend avec une violence extrême à tous les vices attribués à ses adversaires politiques. À des adversaires politiques qui sont le camp sénatorial. Alors que lui, il est entre les deux. Et que, donc, il peut... Alors, en même temps, c'est un exercice de style. Et ça, si vous voulez, c'est... en particulier, j'ai beaucoup utilisé à propos du style... Du style des populares, ce que dit Jean-Michel David. Oui. En fait, moi, j'ai tout repris à tout le monde. Enfin, bon. Et en fait, donc, il fabrique une figure qui va faire... Parce qu'il y a des votes de loi, enfin, je veux dire, qui sont en jeu, qui ne sont pas du tout Vérès, qui sont une loi sur la composition des tribunaux. Et donc, en fait, c'est un texte qui n'est pas... c'est un texte qui est fait pour être distribué, pour circuler, mais pour faire peur... au clan sénatorial, en leur faisant savoir que peut-être il y a cette menace des populares. Donc il faut qu'ils fassent une demi-mesure avec leur vote. Donc en fait, alors c'est extrêmement intéressant parce que ça a été cette affaire ça a été très bien étudié par notre ami malheureusement disparu Jean-Louis Ferrari. Il avait très très bien vu ça. Bon, et voilà, donc ça m'a fascinée, et du coup, effectivement, tu as raison, toute cette dimension de Cicéron comme mettant en place, j'ai pas dit. Bon, ouais. Je regrette. C'est un monument qui pourrait être complété, mais c'est déjà dedans en fait. Tu le dis en plus ou moins, mais ouais. Je crois que c'est quelque chose qui me paraît intéressant, la façon dont peut-être certains auteurs ont servi à structurer en fait une sorte d'architecture des literae latinae. Avant de donner la parole à Claude, peut-être une dernière question, et je pense qu'il y a peut-être le temps aussi des questions de la salle peut-être. Ce que je trouve assez extraordinaire dans cette histoire littéraire de Rome, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser a priori, à travers tout ce que nous avons dit, il y a beaucoup d'anthropologie, il est question de la conception sociale des lettres, etc. Il y a en fait aussi dans cette histoire littéraire de Rome une énorme importance accordée aux questions de forme, à la façon dont les écrivains, pratiquement, techniquement,
créent leur texte. Hein. Comment on compose un vers, comment on compose un hexamètre dactylique. Tu expliques bien comment Lucrèce commence ses vers par la fin. Hein. Je parle aussi des vers quadratus, comment Virgile, lui, crée ses hexamètres plutôt par le début, comment Horace se débrouille avec le vers éolien, les différences entre les poètes. Et on a rarement ça aussi dans les histoires, une telle attention à la forme. La forme, pour toi, est prépondérante et assez déterminante au bout du compte. C'est ça qui est très beau. Il y a ce côté un peu lansonien aussi, d'explication de texte, du détail formel. Donc on a aussi une histoire formelle des lettres latines hein, dans cette histoire littéraire de Rome. Et c'est assez passionnant. Et ma question est celle-ci. Avec toute cette attention à la forme, on a un peu tendance parfois, en te lisant, à penser que la forme s'opposerait au contenu. Qu'elle infirmerait le contenu. Tu écris par exemple, c'est le cas assez typique de Lucrèce, hein, et c'est un cas qui a été traité aussi par Pierre Vesperini. Dans Lucrèce, il n'y a pas d'orthodoxie épicurienne, certains dogmes épicuriens ne sont pas explicités, d'autres apparaissent qui n'ont rien à voir avec Épicure, mais en fait, donc, Lucrèce n'est pas un projet intellectuel, enfin le De Natura Rerum, je veux dire, n'est pas un projet intellectuel. Ce n'est pas un traité philosophique, c'est un projet esthétique. Bon, c'est la thèse de Vesperini en particulier. Et même chose pour les géorgiques ou pour les métamorphoses. On trouve dans ces textes, ces poèmes, un mélange de doctrines différentes. Hein, c'est pas du tout rigoureux. Il y a de l'épicurisme, du pythagorisme, du platonisme, du stoïcisme, de la morale commune, hein, qui est difficilement attribuable. Et donc, tous ces messages disparates, soit dans le De Natura Rerum, soit dans les métamorphoses géorgiques, n'auraient qu'une valeur de signe, d'ornement. Hein. Il s'agirait de montrer qu'on donne une petite valeur comme ça, intellectuelle, en passant au texte. Alors, moi j'aurais deux objections possibles. Hein, et c'est pour ça que je finis là-dessus, sur les petites objections, et on va avoir ta réponse et ce que tu en penses. D'une part, on pourrait dire que l'éclectisme philosophique, le fait de rassembler plusieurs opinions qui viennent de sources différentes dans un seul texte, indique sans doute, ou peut-être, une pensée peu rigoureuse, mais ce n'en est pas moins une pensée. Hein. Le fait qu'il y ait un éclectisme ne signifie pas, c'est pas un argument suffisant, je trouve, pour contester l'existence d'un projet intellectuel. Ça peut en contester la rigueur, si on veut, mais ça ne conteste pas l'idée qu'il y aura un contenu de pensée. Et par ailleurs, et plus fondamentalement, est-ce qu'on peut vraiment opposer, parce que c'est souvent ce qu'on trouve aussi dans cette histoire, est-ce qu'on peut vraiment opposer esthétique et contenu de pensée, hein? C'est ce qu'on entend quand on dit que Lucrèce a écrit un poème qui est un pur projet esthétique. Je prends un exemple autre, en dehors du latin, la poésie du Parnasse. Le Parnasse, en France, c'est vraiment l'école de l'art pour l'art. Hein, donc la pure esthétique, on pourrait dire. Et pourtant, c'est sans doute dans toutes les écoles qui se sont succédées au XIXe siècle, c'est vraiment celle qui a le plus voulu réconcilier l'histoire avec la poésie, c'est le cas d'Hérédia, l'anthropologie avec la poésie, c'est le cas de Lecomte de Lille, ou bien la science avec la poésie, c'est le cas de Sully Prudhomme. Ils ont voulu, c'est des gens qui s'étaient intéressés au discours scientifique ou savant de leur temps, et qui ont essayé de les passer dans une forme poétique. Et donc, je dirais que, ça revient un peu à ce que Claude disait tout à l'heure en citant très gentiment la haine de la littérature, quand je parlais de discours illégitime. Je pense que la littérature, avec beaucoup de guillemets, etc., dans un sens très très large, s'il y a un principe unificateur, peut-être à travers les siècles, c'est que justement, les œuvres de type littéraire font des choses en douce. C'est-à-dire qu'elles font des choses de manière illégitime. Elles pensent en dehors des règles. Elles ne suivent pas le protocole. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles ne proposent pas de la pensée qui intéresse le lecteur, et une pensée dans laquelle le lecteur peut s'investir intellectuellement, s'investir émotionnellement. On lit une œuvre littéraire, un roman, ce n'est pas un traité de sociologie, mais en même temps, il y a des idées sociologiques dedans, et au bout du compte, on a plaisir, elles nous intéressent, et parfois elles peuvent informer la pensée. Bourdieu lisait Balzac ainsi. Bref, ma question est celle-ci.
toute simple ou très compliquée, je ne sais pas. L'esthétique est-elle antinomique avec la pensée? Oui, bon. Alors, tu pars du 19e siècle pour interroger les littéraires latines. C'est vrai. Voilà. C'est ça le... Alors, bon, donc, si c'était de la littérature, tu aurais raison. Mais, non, mais c'est ça. C'est pour ça que j'ai fait tout ce préambule. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont... Bon, la pensée, mais il n'y a pas de la pensée mise en forme. Il semble bien que le travail soit d'abord un travail sur la langue. Disons que c'est... Alors, ce sont des jeux, c'est encore Pierre Gasperini qui dit ça, mais c'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le travail sur la langue qui fabrique la pensée. C'est pas qu'il y en a pas. Hein. Mais si pensée il y en a, et il y en a pour nous, peut-être pas pour les Romains, hein, c'est le résultat du travail sur la langue. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça que nous a, enfin, moi m'a appris l'ethnopoétique, c'est pour ça que je me tourne vers Claude. C'est-à-dire, la question se pose, c'est qu'il faut d'abord comprendre comment les vers sont fabriqués. Hein. Et effectivement, alors, bon, je vais prendre juste l'exemple de Virgile. Hein. L'exemple de Virgile, on a la chance qu'il n'ait jamais terminé l'Énéide et qu'il ait laissé des trous. Hein. Et ces trous, alors moi, je répondrai quand même à ta question, mais je voudrais repartir. On va comprendre quelque chose. C'est comment il écrit l'Énéide, et puis aussi il y a quelques commentateurs des grammairiens qui disent ça. C'est en fait ce sont des moitiés d'hexamètres ou un hexamètre et demi qui sont fabriqués en fait sur une matrice. Il n'y a pas des mots qui partiraient de la pensée, c'est clair, qui partiraient de la pensée pour fabriquer un énoncé qui serait ensuite mis en forme. C'est le contraire. C'est-à-dire que... alors, oui, je dis ça parce qu'on avait vu avec des ethnomusicologues, hein, en particulier, qui avaient fait qui étaient allés, comme toujours, en Himalaya, c'est là où on trouve les épopées, hein, où, en fait, ils expliquaient qu'ils avaient 10 000 vers dans la tête, hein, et qu'ils fabriquaient à chaque fois, quand ils fabriquaient des vers nouveaux, c'était sur le modèle des vers qu'ils savaient par cœur. C'est-à-dire qu'on prend un vers pour ses par cœur, qui n'a peut-être rien à voir, et il y a qui donne une matrice à la sémantique, sonore et prosodique. Donc, et syntaxique. Donc, en fait, on change un mot pour un autre et on fait un nouveau vers. On change un verbe, etc. Et grâce à Internet, on peut maintenant mettre tout Virgile comme ça. On prend un mot, on s'aperçoit qu'il est toujours au même endroit, hein, et que les choses se font. Donc en fait, c'est ça. Et alors, je pense, mais c'est pas contre la pensée. C'est-à-dire qu'il y a en particulier pour ces gens qui fabriquent les littéraires latinae, il y a un plaisir extraordinaire à voir ce qu'on peut fabriquer avec la langue, et avec sans doute des matrices matrices sonores qui sont celles d'Homère. Alors, je me suis demandé, bon, là c'est encore mes fantaisies, mais je me suis demandé si lorsque Virgile écrivait, enfin sans doute dictait, hein, l'Énéide, hein, en fait, il n'avait pas un vers grec en tête qu'il transférait en latin, hein, et parce qu'en fait, c'est ça qu'il savait par cœur. S'il faut savoir des vers par cœur pour fabriquer de nouveaux vers, hein, c'est sûrement pas ce malheureux Zénius, hein, qui franchement, bon, c'est les vers d'Ennius. Bon, il y a peut-être des spécialistes d'Ennius dans la salle, mais moi, personnellement, je trouve ça assez pauvre quand même. Bon, alors, et on voit aussi que là comment il a fait. Et donc, en fait, alors, à ce moment-là, il prend Homère, hein, il fabrique ça avec sa façon d'entendre le latin, hein, et voilà. Alors, et ça fabrique quelque chose, et ça fabrique une Énéide qui n'est pas sans pensée, hein, mais qui est, là aussi, je pense que la pensée qu'on peut tirer de l'Énéide, elle est faite par le jeu avec Homère, donc avec la fabrication des vers. Voilà, donc là aussi, c'est, si vous voulez, de l'anthropologie, c'est-à-dire que le rapport au texte produit, et donc à leur réception, est complètement différent de ce à quoi on est habitué.
retrouvons nos literae latinae. Je suis bien d'accord pour le 19e, enfin, je veux dire, bon, pour le Parnasse et tout ça, hein, mais j'ai le sentiment, le sentiment que c'est comme ça. Oui, ce que je voulais dire pour Virgile, en particulier, il y a une chose assez extraordinaire qui est expliquée, je vais arrêter. Hein. C'est que dans les... je crois que c'est Donat, je ne sais plus qui raconte ça, que, en fait, Virgile, lorsqu'il ne savait pas, enfin, il faisait par chant, hein, il ne faisait d'ailleurs pas les chants à la suite, hein, et quelquefois, il savait qu'il fallait qu'il mette là des vers, 5 ou 6, mais il ne les avait pas. Mais il avait leur matrice sonore. Donc, il prenait un autre bout qu'il avait déjà fait, hein, qu'il mettait là, hein, il avait la matrice sonore, mais pas les vers, hein, et le grammairien dont il est question dit qu'il s'agit comme des étais dans une construction architecturale. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas mis la porte, mais vous la mettrez plus tard, ça tiendra, mais pour que ça tienne en attendant, on met des étais. Et là je trouve que c'est assez parlant. Et effectivement, alors, bon, j'ai proposé, là aussi, c'est à faire... Enfin, j'ai aussi, un côté ludique, c'est comme Dumézil qui dit que c'était le ludus studiorum. Bon, à la fois, je le dénonce, mais je fais pareil. Hein, est-ce bien honnête? Je ne crois pas. Et donc, voilà. Donc, j'ai essayé de trouver dans Virgile... Enfin, j'ai vu qu'il y avait souvent 5-6 vers qui étaient semblables, à des endroits différents. Et j'essayais de repérer là où c'était le bon, c'est-à-dire où ça fonctionnait, et là où c'était des étais. Mais en fait, c'est des propositions. Voilà. Et enfin, alors, le passage par l'ethnopoétique a été absolument fondamental. C'est-à-dire, ça nous a mis en présence, dans des cultures vivantes, hein, de façons de faire de la poésie complètement différente. Et du coup, j'ai essayé de voir si ça ne donnait pas des idées pour Rome. Voilà, c'est tout. Oui, peut-être une ultime question. Hein. Le temps est désormais écoulé. Non. Fort stimulant. Et je rebondis justement sur ta dernière remarque en m'interrogeant sur le sens de littéra. Alors, littéra renvoie à l'évidence à l'écriture. L'écriture renvoie elle-même à la lecture, et je m'interroge sur, en fait, les modes de communication, notamment des poèmes d'Horace, voire, c'est encore plus compliqué, évidemment, le De Natura Rerum de Lucrèce. Parce que la question se pose, évidemment, à l'helléniste, comment est-ce que la prose d'Hérodote était transmise, et qu'en est-il à plus forte raison de Thucydide. Hein. Alors, en ce qui concerne Hérodote, on imagine des lectures publiques, notamment à l'occasion des Jeux panhelléniques. C'est beaucoup plus difficile de le faire pour Thucydide. Qu'en est-il à Rome, et en particulier pour la poésie et pour les poèmes d'Horace, de ce rapport entre littérature au sens étymologique du terme et oralité? Je pense au fait que nous avons nous-mêmes collaboré avec, qu'il existe des cahiers de littérature orale. Qu'est-ce qu'il en est aussi de ce concept qui représente, du point de vue étymologique, une espèce de... qui est paradoxal du point de vue étymologique, de littérature orale, et qu'est-ce qu'il en est à Rome en particulier, en tout cas en ce qui concerne la production poétique? Oui, alors j'ai que des propositions à faire, et des propositions qui sont évidemment fragiles, hein, mais en attendant mieux, oui. Voilà, en attendant mieux. Alors bon, il y a quelque chose. Bon, il y a une première chose, c'est que il y a des livres, clairement, qui sont faits pour être installés dans la bibliothèque. Donc Horace est aussi fait, hein, pour être installé dans la bibliothèque. La bibliothèque du Palatin est aussi copiée, les gens ont leur bibliothèque. Enfin, je veux dire, c'est très clair, en particulier chez Ovide, que non seulement il y a les bibliothèques officielles, si je peux dire, celles du Palatin, hein, et puis il y a chacun sa bibliothèque, puisque lorsqu'il écrit depuis Toms, il dit est-ce que tu vas le remettre dans ta bibliothèque? Est-ce qu'il a été... Bon, l'histoire des bibliothèques est extrêmement importante, hein,
Ça, c'est sûr. Et puis, par ailleurs, il y a donc l'apprentissage, hein, alors l'apprentissage du latin et des orateurs qui utilisent pour ça tout ce qui est écrit. Hein, donc les littéraires dont tu parlais. Alors, est-ce que c'est simplement, est-ce qu'on s'arrête là, hein, ou bien est-ce qu'en particulier pour Horace, il faut imaginer un usage dans l'otium, hein, bon, donc est-ce que, très clairement, est-ce que les poèmes d'Horace étaient à l'occasion chantés avec de la musique dans les banquets romains? Alors, bon, il y a eu des choses très intéressantes, des études très intéressantes qui ont été faites sur, enfin, même les textes d'Horace font référence de façon générale à un contexte qui est celui du banquet. Mais ça peut être une pure fiction. Hein, je veux dire. Disons qu'il y a au moins un contexte fictif du banquet. C'est toujours comme ça. Et quand bon, ça a été très bien étudié. Hein. Ouais, je crois que c'est d'ailleurs un étudiant de Lausanne, je crois, qui a fait ça. Bon, un de tes étudiants. Bon, ouais. Bon, en tout cas, voilà, ça c'est clair. Alors, en même temps, j'ai regardé un ou deux exemples des poèmes d'Horace où on a le sentiment que ça fonctionne, que le texte a besoin, pour son fonctionnement, d'être chanté dans un banquet. Hein, que ça, il n'y a pas non seulement une référence contextuelle, mais que le texte ne marche pas. Hein, si c'est pas dans un banquet, il y en a un en particulier. Enfin, bon. Et par conséquent, bon, il y a quelques témoignages antiques sur le fait que Horace était musicien. Enfin bon. Donc, on peut imaginer qu'il y avait dans les banquets réels, hein, et non pas simplement fictifs, un usage, un chant, voilà. Et le fameux Nunc est bibendum, hein, qui a été écrit justement au moment d'Axiome. Enfin bon, je ne peux pas me lancer là-dedans parce qu'on est déjà en retard. Hein, mais en plus, ça donne une... Enfin, si les amis d'Auguste chantaient le Nunc est bibendum dans un banquet, le chantaient réellement, ça avait un effet politique puisque c'est un chant qui dit « à mort le tyran hein, », et qui est un chant d'Alcée qui dit « à mort le tyran ». Donc en fait, il y a toute une pratique potentielle des odes d'Horace hein, dans les banquets et dans les chants. Hein. Mais de toute façon, c'est quand même ce qu'on appelle une oralisation seconde, c'est-à-dire que c'est quand même des chants qui ont été sans doute d'abord écrits. Bon, c'est donc... oui. Et donc conçu pour la lecture? Non, ouais. Pas forcément. Ouais. Non, pas forcément. Enfin, lecture... tout ça est assez compliqué parce que est-ce une lecture... pourquoi le lirait-on? Je veux dire. Alors que... Voilà, c'est tout. Très bien. Tu as cité Nunc est bibendum. Je crois que le moment de la pause est signalé de cette manière-là. Nous allons nous y consacrer. Avec d'autres verbes peut-être aussi. Hein.